Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre aujourd'hui sur ce webinaire consacré à la signature électronique et l'archivage à valeur probante. Je me présente, je m'appelle Gilles Citerneski, je suis le directeur du centre de service conseil chez Monaco Digital. Ce webinaire est réalisé aujourd'hui en partenariat Monaco Digital, LuxTrust et Pineapply. Alors, au sommaire de cette présentation, on va décomposer le webinaire en 5 parties, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Vous m'entendez bien? Oui. Allez, ça marche. Donc, cette présentation sera décomposée en 4 parties, et différents intervenants, Monaco Digital, Pineapply et LuxTrust. Pour cette présentation, je vais commencer par une petite présentation remise du contexte Monaco Digital. Ensuite, nous partirons sur une présentation de l'offre de dématérialisation, une présentation des différentes plateformes, et puis enfin une démonstration des produits. Alors tout d'abord, pour le contexte et pour nous présenter, pour ceux qui nous connaissent, Monaco Digital, nous sommes une ESN monégasque de 300 collaborateurs aujourd'hui au niveau du groupe, et nous intervenons sur l'ensemble des couches du système d'information. Certains d'entre vous nous connaissent probablement pour nos activités d'intégration technologie, tout ce qui est infrastructure, d'infogérance, et puis probablement également pour nos parties cybersécurité avec nos sociétés Monaco Cyber et Avantgarde Consulting. Mais Monaco Digital, c'est aussi un plateau de développement, de l'ingénierie logicielle et puis du conseil en transformation digitale. Au niveau du conseil, aujourd'hui, on intervient sur différentes activités qui sont la gouvernance, la transformation digitale, la data vie d'une manière générale, la RGPD, et puis une dernière activité qui est l'intégration. L'intégration, activité que l'on va mettre à l'honneur aujourd'hui, l'intégration de produits. Alors avant de rentrer dans le détail des différents produits, on voulait vous expliquer un petit peu le pourquoi Monaco Digital et de l'intégration sur la dématérialisation. En fait, tout ça, pour remonter un petit peu dans l'histoire, on a eu, dans nos différentes missions de conseil, on a vécu un certain nombre de missions et on a vu les usages et la législation changer au fur et à mesure des années. Au travers de ces différentes missions, on s'est rendu compte que certains points revenaient systématiquement, notamment autour de la dématérialisation. Et dans le cadre de nos missions, on s'est rendu compte qu'on pouvait proposer peut-être plus qu'une simple mission de conseil et d'aller jusqu'à de l'intégration de produits. Et c'est pour ça qu'on a structuré notre centre de service conseil avec un pôle intégration pour pouvoir intégrer des produits, notamment autour de la dématérialisation. Ces produits sont divers. On a des produits qui concernent les GED d'une manière transverse. Et aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur 2 produits, sur la signature électronique et le coffre-fort. Alors, pour cette activité à intégration, quelle a été notre démarche? Je vous l'ai expliqué, au travers de nos différentes missions, on a analysé les différents besoins de nos clients. Donc, on a lancé une étude de marché pour voir ce qui existait sur le marché. On a ramené ça à nos différents besoins et on a sélectionné différents produits, et notamment aujourd'hui les produits proposés par LuxTrust et Pineapply. Sur ces critères, on a mis évidemment des critères de fonctionnels qui étaient nos critères Monaco Digital, mais également les critères présentés par nos clients suite à nos différentes missions, des critères de sécurité évidemment, des critères d'expertise en choisissant des pure players dans ces différents domaines, et puis des critères au niveau de la sécurité, de la localisation, et notamment pour Monaco, ce qui nous intéressait, c'était la localisation donc sur le territoire monégasque et dans des infrastructures sécurisées, notamment Monaco Cloud. Donc voilà un peu la démarche que nous avons entreprise pour pouvoir s'inscrire dans l'intégration de produits bien spécifiques. Je vais laisser à présent la parole à Jean-Marc
Donc, je vais libérer la main. Je vais laisser la parole à Jean-Marc qui va nous parler un petit peu du contexte légal, du cadre légal autour de la signature électronique et du coffre-fort à valeur probante. Jean-Marc, je te laisse la main. Oui, merci. Libéré de mon côté. J'essaye d'avancer. Des soucis pour faire avancer les slides. Oui, ça y est. Juste avant d'arriver effectivement sur la signature électronique, en principauté, parce que c'est quand même le principal sujet aujourd'hui, et également l'archivage, quelques rappels concernant la sécurisation globale des données. Quand on parle de sécurisation, ce n'est pas uniquement de la sécurisation contre des hackers, il y a également la sécurité juridique. Enfin, il y a tout l'ensemble en fait, de la sécurité qui est à prendre en compte. Il n'y a pas uniquement des malwares, malheureusement, aujourd'hui. Donc, la dématérialisation des processus, déjà, si on revient au début, comment, il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire comment définir un processus métier dans un environnement numérique, sachant qu'effectivement, le réflexe, c'est souvent de calquer le processus dématérialisé par rapport à ce qui existait dans le monde physique, et en général, on n'a pas des bons résultats. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qu'on utilise dans le monde physique n'est pas forcément directement dématérialisable. Donc ça veut dire que quand on dématérialise, on a intérêt effectivement à repenser, en tout cas se poser la question de revoir tout ou partie des processus en cause. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important à avoir à l'esprit, au risque d'être souvent déçu. L'intégration au système d'information existant, donc ça, merci Gilles, parce que tu en as vraiment beaucoup parlé. C'est également un élément très très important. C'est pas parce qu'on dématérialise qu'on doit faire un Big Bang dans l'entreprise. Il faut effectivement être capable d'intégrer des systèmes dématérialisés petit à petit, de façon progressive dans l'entreprise, même si il est fortement conseillé d'avoir une vision globale de l'objectif final en matière de dématérialisation, mais après, il s'agit d'y aller étape par étape. Et c'est vrai qu'il faut y penser avant, au risque pareil d'avoir des mauvaises surprises, c'est-à-dire vous avez fait une première dématérialisation, tout s'est bien passé, vous voulez faire une deuxième dématérialisation, puis là vous vous apercevez que le logiciel métier que vous utilisez, une fois ça coince pour s'interfacer avec ce que vous avez déjà mis en place, ça pose d'énormes difficultés et les ennuis commencent. Donc ça c'est un peu dommage. La dématérialisation des envois en matière sécurisée, donc ça c'est de plus en plus, je dirais, d'actualité parce qu'il y a deux aspects là-dessus, c'est-à-dire l'aspect sécurité, bien sûr, mais il y a aussi un aspect volume. Donc dans la grande majorité des cas, au niveau des envois, ben, on met une pièce jointe sur un mail, mais ça on sait qu'en matière de sécurité, ben, c'est zéro. Si on a besoin de gros volumes, ben, on fait des WeTransfer. Hein. Je cite des marques, mais bon, enfin, ça permet de situer les choses. Là, pareil, en matière de sécurité, ben, c'est zéro. Et puis après, si vous avez besoin d'une sécurité légale, je pense qu'aujourd'hui, peu encore savent qu'il existe du recommandé électronique qui a les mêmes objectifs que du recommandé papier, qui permet effectivement de démontrer que la lettre, enfin le document en question a bien été envoyé, ça c'est du simple, que le destinataire l'a bien reçu, donc là c'est avec accusé de réception, et on peut aller un cran plus loin, également demander, puisque là on est dans le monde numérique, donc ça permet effectivement d'autres ouvertures, demander au destinataire de se prononcer sur le contenu même du document qu'on lui a envoyé, ce qui peut s'apparenter à une forme de signature, puisqu'on lui demande de donner son consentement, ou au contraire de refuser le document. La dématérialisation du processus de signature électronique, qualifié ou pas, mais sans rentrer effectivement dans des termes. Donc, comment s'assurer que la signature électronique est bien valide? Moi, je dirais que c'est effectivement important de se poser la question du côté du client que vous êtes potentiellement, mais c'est aussi au prestataire de vous aider sur cet aspect-là qui est loin d'être le plus simple. Alors, sur les 4 points essentiels que je voulais voir avec vous aujourd'hui sur la signature électronique,
qui concerne plus spécifiquement Monaco, encore que, mais c'est déjà qu'est-ce que la signature électronique? La signature électronique, c'est rien d'autre que l'équivalent d'une signature manuscrite. Donc, c'est-à-dire, c'est l'enregistrement du consentement d'une personne. C'est-à-dire, lorsque vous signez un document papier, vous faites un gris-gris en bas du papier, ça veut dire que quelque part, vous êtes d'accord avec, je dirais, ce qui est écrit plus haut, je dirais, sur le document. Donc, une signature électronique, c'est pas plus, pas moins qu'une signature manuscrite dans son objectif final. Après, effectivement, il faut savoir comment ça marche. Comment ça marche, je dirais, de votre côté, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Qui a signé le document? Il faut être capable de démontrer qui a signé le document. Et est-ce que c'est bien cette bonne personne? Là, on se met face à la principale difficulté dans le monde numérique, c'est-à-dire comment démontrer que c'était bien cette personne-là qui a signé au moment où elle l'a fait. Donc, c'est le principe de l'authentification. Donc là, il y a différents dispositifs qui permettent effectivement dans le monde numérique de s'assurer de ces deux aspects. Donc qui a signé le document, ça se fait à travers ce qu'on appelle un certificat électronique, qui est ni plus ni moins qu'un passeport numérique qu'on vous remet pour signer numériquement vos documents. Et qui est la bonne personne? C'est les principes d'authentification. Et là, en principauté, il y a un gros avantage, c'est effectivement qu'on dispose aujourd'hui d'une identité numérique, alors, qui est limitée aux résidents et aux monégasques, mais qui petit à petit va s'ouvrir effectivement aux travailleurs monégasques. Donc ça nous amène sur effectivement cette application à la signature en principauté. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres, et en particulier nos voisins français, la principauté de Monaco bénéficie d'une identité numérique qui est absolument essentielle, puisqu'elle permet effectivement de garantir que c'est bien la bonne personne qui a opéré l'opération de signature. Savoir aussi que la signature monégasque est tout à fait conforme aux normes européennes, et ça on peut le démontrer, puisqu'en fait tout le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, il y a un gros investissement qui ont été réalisés, tous ces dispositifs sont certifiés et sont certifiés par rapport à des normes qui sont les normes européennes utilisées dans le cadre du règlement européen EIDAS et qui sont réalisées par des prestataires qui sont eux-mêmes intervenants pour l'Europe. Donc il y a une totale conformité, je dirais, en matière de normes européennes. Et la reconnaissance de la signature électronique monégasque aujourd'hui est une réalité, au bémol près de la qualifier. Alors, sans rentrer plus dans le détail, retenez qu'effectivement, aujourd'hui, par rapport à un usage de signature au quotidien, ce qui est le cas, par exemple, en France, on utilise 80-90% de signatures qui ne sont pas qualifiées dans le monde des affaires, donc vous bénéficiez, je dirais, des mêmes avantages en principauté, et il y a cette forme d'interopérabilité, puisque les signatures sont réalisées de la même façon à Monaco et en France et en Europe. Alors, juste une petite parenthèse sur cette notion de signature qualifiée. La signature qualifiée a un gros avantage par rapport aux autres signatures, c'est qu'elle a le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème avec la signature, c'est en fait à la partie adverse de démontrer qu'elle a bien travaillé. Disons que la signature n'était pas bonne, pardon. Contrairement, je dirais, à d'autres systèmes de signature, où là, ce sera à vous de démontrer que tout est correct. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans le monde des affaires, et en particulier en France, c'est 80-90% des signatures qui se font non qualifiées. La qualification, aujourd'hui, est utilisée, par exemple, pour des actes notariés, ou ce genre de choses, une obligation dite légale. Donc, ne vous arrêtez pas en fait à cette notion de signature qualifiée ou pas, sauf si vous avez des réglementations qui vous y obligent. Et c'est uniquement dans ce cas-là, si une signature est qualifiée en principauté, effectivement, elle n'est pas reconnue comme telle en France, et réciproquement. C'est-à-dire qu'une signature qualifiée en France n'est pas officiellement reconnue aujourd'hui comme étant qualifiée en principauté. Donc ça va évoluer évidemment dans le temps, mais aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Et puis, une fois qu'on a signé des documents, il faut rester vigilant quant au fait que les documents, il ne faut pas les laisser n'importe où, traîner entre guillemets. Il faut effectivement penser à les archiver de façon électronique. Donc l'archivage électronique a une forte connotation d'archivage illégal, dans la mesure où effectivement c'est son principal objectif,
ce sera de démontrer qu'à partir du moment où vous utilisez ce type de service, les documents qui sont archivés sont recevables en justice, sachant que vous pourrez démontrer qu'ils n'ont pas été modifiés. Donc, l'archivage électronique, c'est à la fois évaluer les durées de conservation légale requises, et puis les documents, excusez-moi, bien évaluer les durées de conservation, tant pour les documents que pour les signatures. Parce qu'au niveau des signatures, juste une information, mais là encore une fois, ce n'est pas à vous de vous en préoccuper, les signatures électroniques ont un gros désavantage par rapport à la signature manuscrite, c'est qu'elles ne sont pas fiables dans le temps, puisqu'elles s'appuient sur des algorithmes mathématiques qui, par principe, sont faits pour être hackés. Voilà. Donc, attention à ça, et lorsque vous utilisez une prestation d'archivage électronique, vérifier, ou normalement le prestataire vous le dira, ce qu'il en est pour la signature électronique, parce qu'il faut effectivement mettre en place des systèmes spécifiques qui permettent de garantir la pérennité de la signature dans le temps. Et puis, je terminerai sur une recommandation qui est importante, mais qui fait que reprendre en fait ce que j'ai déjà pu évoquer. Attention effectivement au choix des prestataires. Aujourd'hui, dans le monde de la signature électronique, de l'archivage électronique, du recommandé électronique, vous avez un statut particulier qui s'appelle prestataire de services dit de confiance, qui est un véritable statut, qui est reconnu au niveau européen, qui est reconnu en principauté. Au niveau européen, ça s'appuie sur le règlement EIDAS. Au niveau de la principauté, ça s'appuie sur la loi pour une principauté numérique de 2019. Et ce statut, effectivement, confère, je dirais, une qualité de service qui est nettement supérieure, je dirais, à des prestataires classiques par rapport, effectivement, aux engagements qui sont pris par le prestataire. Ce qui explique aussi que les prestataires de services de confiance dits qualifiés, il n'y en a pas beaucoup. En particulier en principauté de Monaco, nous sommes les seuls aujourd'hui en tant que FISAM à être qualifiés comme entreprise privée, parce que la barre est placée très très haute par rapport effectivement aux exigences qu'on nous demande et aux engagements que nous sommes amenés à prendre vis-à-vis de nos clients. Pour simplifier, disons que contrairement à un prestataire traditionnel qui va prendre des engagements de moyens par rapport à des services, quand on parle de services de confiance, que ce soit de la signature, que ce soit de l'archivage, ce sont des engagements dits de résultats. C'est-à-dire qu'on voit mal aujourd'hui un client à qui on serait amené à dire écoutez, vous nous demandez un document, mais c'est pas de chance, on ne l'a pas retrouvé. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui explique cette terminologie bien spécifique des prestataires dits de confiance lorsqu'il s'agit de services, encore une fois, comme la signature électronique et l'archivage électronique, et Monaco Digital s'y est pas trompé, sachant qu'effectivement l'association des trois fait que vous avez, je dirais, la garantie d'avoir effectivement un service efficace, parfaitement intégré dans votre système d'information, et puis surtout légal et réglementaire. Voilà. J'ai fini pour ma part. Merci Jean-Marc. Je vais enchaîner justement. Alors, je me présente Anne Vesser, je travaille pour LuxTrust, je représente LuxTrust. Et LuxTrust, comme vient d'en parler Jean-Marc, c'est avant tout un prestataire de services de confiance qui est certifié et qualifié selon EIDAS. Nous sommes éditeurs de notre propre solution logicielle. LuxTrust, c'est une société luxembourgeoise qui a été créée il y a 20 ans. Qui est composé d'un actionnariat public et privé qui est stable et qui est entièrement européen. L'actionnariat est composé de l'État luxembourgeois, également d'un consortium de banques. Et LuxTrust au Luxembourg, c'est un acteur systémique. Voilà, donc si LuxTrust s'arrête, la vie au Luxembourg est fortement perturbée.
Nous avons 4 bureaux, donc un au Luxembourg, un en France, un en Belgique et un également à Monaco. Et il est très important de souligner que nous garantissons la souveraineté des données, car notre hébergement est exclusivement au Luxembourg, en France et à Monaco sur le cloud souverain qui est Monaco Cloud. LuxTrust vous accompagne aujourd'hui et sécurise vos relations digitales avec une expertise qui s'articule en fait autour de 4 offres. La première offre, qui est notre corps de métier, c'est délivrer des identités numériques. Aujourd'hui, LuxTrust est une autorité de certification, donc elle délivre des identités numériques. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1 million d'identités numériques qui ont été générées. Et les 700 000 luxembourgeois ont tous une identité numérique LuxTrust, mais également les travailleurs frontaliers et les autres utilisateurs de nos solutions dans le monde. Donc ça, c'est notre première offre. La deuxième offre, c'est vous proposer des services de confiance qui sont qualifiés eIDAS, et notamment avec la plateforme de signature électronique qui s'appelle COSI, et que nous allons vous présenter tout à l'heure lors d'une démonstration. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les services de confiance représentent à peu près 200 millions de transactions par an. Et puis, avec PineApply, nous avons une troisième offre, c'est assurer la gestion du cycle de vie numérique de vos documents avec une solution d'archivage électronique à valeur probante. Et PineApply, comme l'a dit Jean-Marc, est qualifié PSCO. Et ça, c'est très important de le souligner. Et puis, la dernière offre, c'est vous offrir des solutions de gestion de consentement et de gouvernance des données personnelles. Donc, pour ce webinaire, nous allons en fait nous concentrer sur l'offre concernant les services de confiance et l'offre de gestion des cycles de vie numérique, c'est-à-dire l'archivage avec PineApply. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, PineApply et COSI, en fait, vous proposent plusieurs fonctionnalités. Concernant COSI, en plus de la signature, vous avez également des services de validation, des services de redatage, des services. Il y a eu un problème de micro, je pense, pour Anne. Donc effectivement, pour terminer, pour la partie COSI, COSI propose donc des services de signature, de cachet et aussi d'horodatage des documents et de validation avec l'augmentation des signatures aussi pour la partie COSI. Merci Sylvain. Du coup, je vais reprendre la main. Bonjour, moi je m'appelle Yoel Waktin, je suis le directeur commercial de PineApply. Je vois que Anne nous a rejoint, donc tout va bien. Je vais vous présenter pour ma part du coup la brique de gauche, donc les services collaboratifs de la plateforme PineApply. Donc nous, on est une solution 100% monégasque qui dématérialise et gère le cycle de vie de vos documents en toute sécurité. Donc moi, je vous parle depuis Monaco. On a des bureaux, comme vous l'a présenté Anne. On est une entreprise qui a été fondée en 2020 au sein de l'incubateur Monaco Tech. On a été racheté, il y a eu des prises de participation de la part de LuxTrust il y a maintenant 2 ans. Et on propose du coup un logiciel SaaS, donc Software as a Service, donc un logiciel en tant que service. C'est une solution logicielle applicative qui va être hébergée donc dans Monaco Cloud ou alors en France chez OVH et qui va vous permettre de vous connecter à différentes briques technologiques. Donc, les différentes briques sont la conservation à travers des coffres-forts numériques, qu'ils soient partagés ou personnels, des traitements et des workflows qui vont être alimentés par l'intelligence artificielle. On va avoir aussi des envois sécurisés, cryptés, qui vont permettre en fait d'assurer une réelle confidentialité des échanges pour éviter les emails qui ont été mentionnés par Jean-Marc. On a toute une section hub de signature électronique qui est complète, qui va être couplée avec du coup cette brique d'archivage à valeur probante, permettant ainsi de préserver
pérenniser la valeur légale d'un fichier électronique, comme si ce dernier était un document papier original. Donc la mise en place, du coup, dans votre entreprise d'un SAE, donc d'un système d'archivage électronique, permettra de recueillir, classer, archiver et à terme restituer les documents électroniques en permettant de garder cette valeur légale au fil du temps. Donc si tu veux bien, Sylvain, on peut passer à la slide juste après, merci beaucoup, sur la chaîne de transformation digitale. Donc en gros, c'est le cas d'usage basique de l'utilisation de COSI et de PineApply. Donc on va prendre un document en fonction de son format. On va venir l'importer dans PineApply. Et comme aujourd'hui, on a une suite Collabora, qui est une suite bureautique complète et intégrée, vous allez pouvoir collaborer sur le document, comme si c'était sur Google ou comme si c'était sur Microsoft. À partir de cette collaboration, donc la rédaction de ce document, on va pouvoir utiliser la gestion des workflows pour aller appeler à des signatures. Donc imaginons une co-création d'un contrat entre vous et votre partenaire ou vous et votre client. Nous allons ensuite pouvoir appeler à la signature via COSI. Et une fois que tous ces procédés de signature seront récoltés, nous irons les archiver dans les coffres forts de PineApply. Ce qui en fait vous montre que la solution aujourd'hui est unique. Donc à partir d'une seule plateforme, vous pouvez vraiment collecter, collaborer, envoyer, archiver et donc stocker les documents sur une seule et même plateforme. Voilà, je vais laisser maintenant la main à Sylvain pour vous faire la démo parce que voilà, les paroles sont intéressantes, mais une démonstration vous montrera rapidement à quel point la solution est facile à prendre en main et surtout intuitive. Merci Yoel. Effectivement, bonjour. Donc Sylvain Pajani-Samy. Donc je suis avant-vente chez LuxTrust autour des solutions de confiance, donc la signature électronique et l'archivage. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration donc de nos solutions, donc à savoir COSI et PineApply, afin de vous montrer une session de signature. Donc comment va se dérouler une session de signature dans COSI jusqu'à son archivage dans notre solution d'archivage PineApply. Donc aujourd'hui, le cas d'usage que je voulais vous montrer, c'est un cas avec trois personnes qui vont intervenir dans cette session. Donc premièrement, il y a le gestionnaire qui va initier une session de signature pour la signature d'un bon de commande. Et ce flux va se dérouler de telle manière à, premièrement, on a la secrétaire qui va devoir vérifier et remplir le bon de commande. Donc, on va initier la session. La secrétaire va recevoir une notification l'invitant à vérifier et à remplir le bon de commande. Donc, la personne va remplir et valider. Une fois que c'est validé, COSI en fait a la capacité de venir lire le document, vérifier une valeur dans le document, à savoir ici le montant du bon de commande. Et en fonction du montant, COSI a la capacité soit par exemple d'influencer le flux, donc d'envoyer, admettons que le montant est supérieur à 1 000 €, dans ce cas-là, on va envoyer la notification à un responsable pour la signature du bon de commande. Si jamais le montant est inférieur à 1 000 €, dans ce cas-là, on considère que la validation du responsable n'est pas nécessaire. On peut aller directement chez le fournisseur. Donc là, COSI va faire cette vérification, va faire intervenir le responsable ou non. Et ensuite, la notification sera envoyée au fournisseur pour que lui prenne connaissance du bon de commande, mais aussi un autre document, afin de pouvoir signer ces deux documents. Donc le responsable ici, on va le faire signer en signature simple et le fournisseur va signer avec un code OTP SMS. Dans un même flux de signature, on a la possibilité de combiner des niveaux de signature à travers COSI. Une fois que le document sera signé, automatiquement, les documents seront envoyés dans l'archivage PineApply. Donc, les documents signés, mais également le faisceau de preuves qui sera délivré par COSI. Aussi l'explication du cas d'usage, donc je vais aller directement sur ma page ici. Donc là, j'ai déjà initié la session de signature. Donc là, je suis sur la boîte mail de la personne, donc de la secrétaire. Vous pouvez voir qu'elle a reçu une notification. Donc, elle a reçu une notification qui est entièrement personnalisée. Donc, avec COSI, on peut personnaliser entièrement les notifications, donc avec le logo de l'entreprise, aux couleurs de l'entreprise et avec le message que l'on souhaite. Ici, on peut voir que, cher secrétaire, l'étape complétion a démarré et on doit compléter ce document-là qui est le bon de commande. Très bien, la personne prend connaissance du mail et va cliquer sur compléter et vérifier. Et automatiquement, en fait, on est redirigé vers la page de COSI.
On a bien ici, on peut consulter le document. Donc, on a le bon de commande qui a déjà quelques informations pré-complétées. Donc, on peut voir la date, le numéro de bon de commande. On peut voir ici que le vendeur a déjà été pré-rempli et on a quelques champs qui peuvent être remplis par la secrétaire. Donc là, vous pouvez voir, on a bloqué quelques champs contre la modification. Donc, la secrétaire ne peut pas modifier ces valeurs. Donc, avec COSI, on a la capacité de pouvoir bloquer et débloquer certains champs. Donc là, ici, la secrétaire va juste remplir les informations ici. Dans COSI, on a la possibilité de remplir directement les documents à travers l'interface. Je vais juste remplir quelques informations. Et là, on va pouvoir compléter donc les informations du bon de commande. Donc là, on va pouvoir rajouter une facture qui est supérieure à 1000 € pour pouvoir faire intervenir le responsable. Donc, on va rajouter un produit supplémentaire et ici, le montant qui est 1500 €. Donc, COSI va venir lire cette valeur-là pour voir si on va devoir activer le responsable pour la validation ou pas. Donc, la secrétaire a rempli donc, le bon de commande et va pouvoir aller à l'étape suivante. Donc là, vous voyez, ce n'est pas une signature, c'est juste une simple validation. La secrétaire a rempli le document et fait juste sur suivant et automatiquement, l'étape se termine. Et là, je vais aller dans la boîte mail qui est juste à côté ici, qui est la boîte mail du responsable. Vous allez pouvoir voir que, étant donné que le montant a été supérieur à 1000 €, le responsable a reçu une notification. Donc, cher responsable, une étape a démarré, veuillez signer le bon de commande. Donc, il clique voir signer les documents. Il arrive automatiquement sur le bon de commande. Cette fois-ci, vous pouvez remarquer que le responsable ne peut pas éditer les champs parce qu'on considère que la secrétaire a déjà fait le nécessaire, elle a déjà rempli le document. Le responsable, lui, n'a pas à éditer ces valeurs-là. Donc, il peut consulter donc, le bon de commande. Il peut voir effectivement le montant est bien supérieur à 1000 €. Donc, c'est normal qu'on demande ma signature. Donc, je vais signer le document. Je clique sur signer. Là, c'est une signature simple. Donc, j'ai juste à cliquer et le document est signé. Donc là, le responsable a effectué la signature. Donc dès lors que le responsable a fait la signature, automatiquement, une notification est envoyée au fournisseur. Donc le fournisseur ici, hop, va recevoir une notification. Donc on voit bien, cher fournisseur, l'étape de signature a démarré. Vous veuillez signer ces documents. Donc lui, il n'a pas que le bon de commande à signer, il a aussi la fiche d'information à signer. Donc dans COSI, on a aussi la capacité, dans une étape, de proposer seulement un document pour la signature et dans une autre étape, de proposer plusieurs documents à signer. Donc là, vous pouvez voir que le responsable, il avait eu que le bon de commande à signer. Par contre, le fournisseur, il a le bon de commande et la fiche d'information. Tout ça dans le même flux de signature. Donc là, lui, il va cliquer « Voir signer les documents ». Automatiquement, on arrive sur la page de signature. Effectivement, il y a bien le bon de commande, donc il peut voir les informations. Donc pareil, lui, il ne peut pas éditer les valeurs. On aurait pu très bien imaginer qu'il a le droit de modifier, par exemple, l'adresse de livraison. On aurait pu imaginer ce cas d'usage-là et débloquer uniquement ces champs-là avec COSI. Donc, il consulte, il voit effectivement que le responsable a déjà signé, il ne manque plus que sa signature. Pour l'instant, il ne peut pas signer, effectivement, parce qu'il y a 2 documents à consulter avant de pouvoir signer, parce que lui, il doit signer 2 documents. Donc, il peut voir ici dans la liste, il a consulté le bon de commande, il y a encore la fiche d'information, il va cliquer sur la flèche. Et ici, on a une fiche d'information de la société. D'ailleurs, vous pouvez voir, à la base, ce document, il est entièrement vierge. Et c'est COSI qui a été capable de venir lire les informations qui ont été écrites dans ce document, donc les informations concernant la société, pour pouvoir compléter automatiquement ces valeurs-là. Donc COSI a la capacité de pouvoir lire et de pouvoir reporter, populer d'autres documents à partir de ces informations. Donc ces informations ont été remplies, très bien, et le fournisseur n'a plus qu'à signer. D'ailleurs, vous pouvez voir, il ne peut pas encore signer parce que dans COSI, on a la capacité aussi de mettre des mentions légales. Donc ici, c'est une mention légale qui est obligatoire. Tant que le fournisseur n'a pas coché cette case, on ne va pas pouvoir signer le document. Donc là, le fournisseur va cocher cette case. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette information, le fait d'avoir coché cette case, sera tracée dans le faisceau de preuve, qui veut dire que le fournisseur a bien coché cette case, a bien consulté les 2 documents avant de pouvoir signer. Donc là, on a coché la case, on a consulté les 2 documents, donc on a le bouton signer. On va cliquer sur le bouton signer. Ici, c'est une signature avec un code OTP SMS. Donc, je reçois un code sur mon numéro de téléphone que je vais saisir, 142 541.
Donc, je fais signer et automatiquement, ce qui se passe, c'est une signature en lot qui va s'effectuer. Effectivement, on avait 2 documents et en une étape, on a pu signer les 2 documents. On aurait pu imaginer qu'on demande un code OTP SMS, on envoie un code OTP SMS pour chaque document, mais avec Cozy, en fait, on propose la signature en lot afin de simplifier l'expérience utilisateur. On a la possibilité de regrouper la signature, de faire une signature en lot. Donc, le fournisseur a signé les documents. Donc là, la secrétaire va recevoir une notification ici. Donc, collecte de documents. Donc, cher secrétaire, les documents signés sont disponibles pour la consultation. Donc là, la secrétaire va pouvoir accéder aux documents directement ici. Donc, on peut accéder aux documents. On voit une pièce annexe. On peut voir ici le bon de commande qui a été signé par le responsable et par le fournisseur. On peut également voir ici donc, la fiche d'information qui a été également signée par le fournisseur. Et également, on peut aussi zipper les fichiers. Donc, on a aussi une archive qui va contenir l'ensemble des fichiers. Donc, les fichiers, donc là, on a eu les différentes étapes qui se sont déroulées à travers donc, notre solution de signature qui est Cozy. Et à présent, les documents ont été automatiquement envoyés aussi donc, à notre solution d'archivage. Donc, je vais aller dans le dernier onglet ici, qui est notre solution d'archivage PineApply. Et si je vais ici dans la partie archivage, dans un premier temps, vous pouvez voir j'ai différents espaces d'archivage. Je vais aller dans Monaco Digital ici. Vous pouvez voir qu'il y a un répertoire qui s'appelle bon de commande où il y a 7 documents. Donc, je peux y aller directement là-dessus. Si j'affiche en liste, on peut voir aujourd'hui à 11h37, différents documents ont été archivés. Donc, dès lors que la session de signature a été terminée, Cozy, en fait, il y a un connecteur qui est en place qui a permis d'envoyer automatiquement les fichiers signés, mais aussi le faisceau de preuve. D'ailleurs, je peux cliquer ici le bon de commande. Vous pouvez voir, on peut avoir une prévisualisation du document qui est archivé, donc avec les informations qui ont été remplies et les documents, bien entendu, qui sont signés. Mais on a également ici donc, le faisceau de preuve qui a été archivé. Donc, le faisceau de preuve, c'est un document qui va retracer l'ensemble des événements qui se sont déroulés lors de la session de signature. À savoir, on peut voir ici que la session a été démarrée par Sylvain Pajanissami. Ensuite, une fois que la session a été démarrée, on peut voir ici que la secrétaire a consulté le bon de commande à telle date et à telle heure, depuis quelle adresse IP elle s'est connectée et depuis quel navigateur elle s'est connectée. On peut également voir que la secrétaire a rempli tous ces champs-là dans le bon de commande. Donc voilà, tout ce qui s'est passé dans notre session de signature, tout est tracé. Donc on peut voir ici ensuite qu'elle a validé le document. Le responsable, lui, a consulté le bon de commande et a signé le bon de commande. Et ensuite, enfin, le fournisseur, lui, a consulté le bon de commande, a consulté la fiche d'information à telle date et à telle heure. Il a accepté la mention légale, donc j'ai lu et approuvé, et il a signé en lot donc les 2 documents. Donc tout est tracé. On peut même voir ici sur quel numéro de téléphone il a reçu le code OTP SMS. Et tous ces documents, donc à savoir donc les documents signés et le fichier de preuve, ont été automatiquement stockés dans notre système d'archivage PineApply. Donc ici, on peut voir donc le répertoire. Rapidement, je vais vous montrer ici donc comment se déroule en fait, comment se représente la partie archivage ici. Donc on peut aller dans le plan de classement. Donc dans le plan de classement, on peut voir les différents répertoires, les différents espaces d'archivage qui sont disponibles. Donc là, on peut voir, on a un certain nombre, dont Monaco Digital que j'avais créé précédemment. Donc dans Monaco Digital, on peut voir qu'on a différents répertoires, bon de commande contrat. Ici, si je clique sur gérer les membres, on peut voir tous les membres qui sont associés à cet espace d'archivage et les droits qui sont associés à ces différentes personnes. Donc là, on peut voir qu'on a différents administrateurs, des utilisateurs qui peuvent seulement regarder les archives, mais ils ne peuvent pas effectuer d'opérations ici sur cet espace d'archivage. Et dans chaque répertoire, on a donc des paramètres. Par exemple, ici sur le bon de commande, on peut voir combien de temps les fichiers qui sont stockés dans le répertoire bon de commande vont être archivés. Donc à savoir ici, les documents seront conservés pendant 10 ans. Dès lors qu'un document arrive dans le répertoire bon de commande, on va démarrer un compteur, on va les garder pendant 10 ans. Et à l'issue de ces 10 ans, quel sera son sort final? Qu'est-ce qu'on va faire de ces documents? Donc par exemple, ici, on peut choisir soit éliminer, soit conserver. Donc, si on met éliminer, bien entendu, on ne va pas l'éliminer tout de suite. On va prévenir l'archiveur, donc l'administrateur archiveur, en disant que voilà, ces documents ont dépassé donc les périodes de conservation. Que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez éliminer ou pas? Et là, l'archiveur décide s'il veut éliminer. L'archiviste va décider s'il va éliminer les documents ou pas.
Donc ici, dans le contrat, vous pouvez voir, il y a une configuration qui est un peu différente. Hein. Tous les contrats, on va les stocker pendant 15 ans. Le sort final, on va les conserver tout de même. Et est-ce qu'on veut attendre un événement? Attendre un événement, c'est par exemple lorsqu'on a un contrat de travail, on va dire, dès lors qu'on va déposer un contrat, on ne va pas le supprimer au bout de 15 ans. Parce que peut-être au bout de 15 ans, le collaborateur sera toujours dans cette entreprise. Par contre, le fait de dire dès lors que le collaborateur aura quitté l'entreprise, à ce moment-là, on lance le compteur de 15 ans. Donc après son départ, on garde les contrats de travail pendant 15 ans et après on supprime, ça a du sens. Donc là, on fait attendre un événement et dès lors que le collaborateur quitte l'entreprise, on active l'événement et le compteur démarre. Donc, on va pouvoir paramétrer ici donc, nos différents répertoires et de nos différents espaces d'archivage avec les paramètres que l'on souhaite. Ensuite, donc, dans l'explorateur, on va pouvoir voir ces différents répertoires et pouvoir déposer à travers nos applications métiers, soit directement à partir de la signature électronique, on dépose les documents. Donc rapidement, Yoel vous a présenté, hein, PineApply n'est pas seulement une solution d'archivage, ça permet de faire un certain nombre de choses. Il y a la notion de coffre-fort, donc je peux avoir un coffre-fort personnel partagé, on peut créer des espaces de dépôt, on peut faire directement faire appel au service de signature à partir de PineApply. Donc on édite un document dans PineApply et on appelle la signature électronique directement chez Cozy. On peut faire aussi donc des envois sécurisés à travers PineApply. Je vais retourner dans cette diapo. Rapidement, pour vous présenter, donc là, c'est le cas d'usage que je vous ai montré. Donc, comme je vous ai dit, en amont, je suis parti donc, de Cozy. J'ai initié la session de signature depuis Cozy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis PineApply, j'aurais pu initier, donc avoir mon document dans PineApply et lancer cette session de signature dans Cozy. Et on peut très bien donc directement depuis vos applications métiers, par exemple, depuis une solution X, on va pouvoir appeler, grâce aux API de Cozy, donc appeler la solution de signature. Et de même, PineApply peut aussi s'interconnecter à d'autres solutions de signature. Et en bout de chaîne, pareil, on peut envoyer les documents vers PineApply pour de l'archivage, vers d'autres solutions, vers d'autres GED. C'est tout à fait paramétrable et configurable avec nos solutions. Voilà pour la partie démonstration de Cozy et PineApply. Merci Sylvain pour cette présentation, c'était très clair. Vous l'aurez compris, hein, on a pris ce cas d'usage-là, il y en a plein d'autres évidemment. La signature de contrat, on l'a vu, là ça nous permettait de faire deux cas d'usage en un finalement, la signature et puis un workflow finalement, donc une double signature. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vous a été présenté aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut activer les micros peut-être, Margot. Ça marche, je m'en occupe. Encore une fois, on a essayé de vous présenter le maximum de choses, le maximum de fonctionnalités de ces différentes plateformes. L'idée, c'est de pouvoir, si ça vous intéresse, rentrer en contact, pouvoir identifier vos différents cas d'usage et pouvoir vous les présenter, vous les maqueter pour rendre compte de ce que ça représente. Une question de Thierry Poyer. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. Une petite question effectivement sur la signature. On a eu, peut-être j'ai pas fait bien attention, mais j'ai entendu parler de signature électronique par PineApply, mais également par LuxTrust. Vous appuyez sur quoi? C'est deux signatures différentes, c'est la même? Comment tout cela ça s'intègre? Je peux prendre la main. Effectivement, donc en fait, la signature, on se fait bien à travers Cozy. Ce que je voulais dire, c'est que depuis PineApply, on a donc la gestion documentaire. Donc, on va pouvoir éditer les documents, on va pouvoir travailler sur des documents. Et à l'issue de ce travail, en fait, on va pouvoir lancer des sessions de signature, donc faire appel à Cozy, par exemple, pour lancer une session de signature. Et c'est Cozy, en fait, qui va se charger de faire la signature électronique du document. Et ensuite, dès lors que la signature électronique sera terminée, nous, on est en capacité de renvoyer à PineApply dans un coffre ou dans l'archivage PineApply. Donc, PineApply se trouve en amont et en aval.
donc en amont parce qu'il a le document, il peut avoir le document, et COSI s'occupera de la signature, et après à la fin on archive. Et Dans la tous les signature de COSI, Comment? excusez-moi, et la signature de COSI, c'est laquelle alors? C'est ce qui se passe ici en fait, c'est COSI qui va venir Oui, soit oui, certes. oui, Oui, mais c'est celle de Trust ou c'est celle de Monaco? c'est la signature en fait, ça dépend du dispositif que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser, par exemple, une signature simple ou une signature qualifiée, vous aurez la signature en fonction du certificat que vous allez utiliser. Parce que la question, c'est est-ce que ça va être une signature monégasque? C'est bien ça, peut-être votre question? Oui, Oui. ouais, tout à fait, ouais. Donc, si vous Tout à fait. utilisez un certificat monégasque, effectivement, ça sera bien une signature monégasque. Il C'est sera justement la effectué par plus-value COSI. La plus-value de la plateforme COSI, c'est qu'elle permet justement d'embarquer ce certificat monégasque. Et c'était un des critères de choix que l'on avait eu au tout départ. Donc effectivement, c'est bien COSI qui va signer, qui fait l'acte de signer et de garder la traçabilité, mais c'est bien lui aussi qui embarque les différents certificats, dont celui de Monaco, et ça c'est une remarque très importante effectivement. Ok, parfait, merci. Ça répond à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des cas d'usage que vous avez éventuellement, peut-être ou sur les sur les plateformes directement? Tout est clair, vous n'osez pas peut-être? Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la séance. Nous vous transmettrons la présentation. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à nous contacter Monaco Digital pour pouvoir prendre contact sur vos besoins, vos différents cas d'usage, et puis nous pourrons faire le lien avec nos différents partenaires pour que on puisse étudier vos besoins et y répondre favorablement. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne à journée. bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.